Suivez-moi. En 2026, cette série catastrophe est sans conteste la plus bouleversante de l'année. L'acteur dur à cuire Gerard Butler fait son grand retour, sous la direction du réalisateur Rick Roman Waugh, qui nous plonge une nouvelle fois dans une vague apocalyptique. Quand les alarmes retentissent dans le bunker souterrain du Groenland, toute la planète est en alerte rouge face à la tempête de radiation. L'ancien refuge est devenu une prison, la fuite est la seule option. Dans ce voyage, des alliés inattendus apparaissent, mais aussi des trahisons imprévisibles. Chaque pas semble se faire sur le fil de la mort. Gerard Butler incarne à nouveau l'image du dur à cuire, mais avec une humanité éclatante dans les moments les plus sombres. Il s'agit du préquel de la série Greenland, soit la suite du XXe siècle. Greenland 2. L'histoire se déroule 5 ans après l'impact de la comète Clark sur la Terre. La surface terrestre est totalement effondrée, recouverte d'une neige éternelle et de poussière radioactive. Les villes autrefois glorieuses ne sont plus que des ruines. Les survivants se cachent dans des bunkers souterrains pour survivre péniblement. Ce jour-là, le héros John reçoit une mission pour aller chercher des provisions à l'extérieur. Mais la terre est déserte, seuls quelques navires abandonnés flottent en mer. John fouille les bateaux comme un naufragé, s'accrochant à sa dernière bouée. Après de longues recherches infructueuses, alors qu'il place tout son espoir dans le dernier navire, son émetteur-récepteur lui transmet une mauvaise nouvelle. Une forte perturbation atmosphérique se prépare sur la zone côtière. Il doit immédiatement rentrer au bunker. Sans perdre une seconde, John fouille rapidement les fournitures médicales. Heureusement, cette mission n'est pas totalement vaine. Voyant la tempête se rapprocher dangereusement, il serre les provisions contre lui et fonce vers le bunker. À la dernière seconde, il rampe jusqu'à la porte de protection et l'échappe belle. À ce moment, l'armée tient une réunion d'urgence. Le bunker du Groenland, après 5 ans de fonctionnement, n'est plus aussi solide qu'à sa construction. Les vibrations causées par l'impact ont provoqué des déplacements constants des plaques géologiques, des fissures répétées dans les murs et des effondrements partiels. Le responsable du bunker décide d'instaurer un système de rationnement des ressources pour maintenir l'ordre. Cependant, la situation n'est pas totalement sans espoir. La docteure Amina découvre via la surveillance volcanique qu'un cratère volcanique, par sa taille, sa forme et sa profondeur, pourrait naturellement bloquer les vents radioactifs et constituer un refuge sûr. Mais le problème est que ce volcan se trouve dans le sud de la France, et s'y rendre semble presque impossible. De plus, des rapports signalent des conflits armés dans la région. L'Europe traverse une période très instable. Les avis sont donc partagés sur la question du déménagement. Durant cette période, John n'est plus le personnage impulsif du premier volet. 5 ans de vie souterraine en ont fait un homme calme et pragmatique. Chaque jour, il utilise ses compétences en mécanique pour réparer diverses installations et obtenir ainsi plus de rations. Allison, sa femme, utilise ses compétences médicales de base comme infirmière bénévole du bunker, soigne les petits maux des survivants et gère soigneusement chaque ressource du foyer. Le fils de John, Nathan, a maintenant 15 ans. La vie sans jamais voir le jour lui a donné une soif intense du monde extérieur. Il en profite donc pour s'échapper en secret. Bien que cela n'ait pas causé de gros problèmes, John le réprimande sévèrement en lui rappelant que le niveau de radiation extérieure est extrêmement élevé et qu'une simple négligence peut coûter la vie. Mais Nathan s'en moque totalement, répond à peine à son père et part avec une excuse quelconque. À l'aube, un convoi chargé de migrants se dirige lentement vers le bunker. Le responsable ordonne d'ouvrir les passages et de se préparer à accueillir ces nouveaux arrivants. Mais des voix opposées s'élèvent lors de la réunion, certains estimant qu'ils ont déjà assez de mal à subvenir à leurs propres besoins. Pendant que les deux camps débattent sans fin, John répare tranquillement une machine comme d'habitude. Il lève soudain les yeux et remarque que les murs se fissurent rapidement. Avant même qu'il puisse en informer la direction, une violente secousse ébranle le bunker. Le sol se fissure, provoquant des explosions souterraines. La structure intérieure menace de s'effondrer à tout moment. Les gens n'ont pas le temps de réagir, les bâtiments qui s'effondrent faillirent à les ensevelir. Ils doivent évacuer immédiatement. Dans le chaos et la foule, John retrouve sa femme blessée et à terre. Il demande aussitôt à son fils de rassembler toutes les affaires utilisables, surtout les masques de protection indispensables à la survie. Une fois prêts, les trois se précipitent vers la sortie. Mais les effondrements précédents ont bloqué la plupart des couloirs. Ils sont contraints de ramper dans d'étroits passages et finissent par franchir tant bien que mal la porte anti-émeute. Ceux qui n'ont pas pu s'échapper à temps sont engloutis sous les décombres, ensevelis pour toujours dans cet enfer de fin du monde. Dehors, c'est le chaos total. Les chanceux qui ont réussi à fuir errent comme des insectes perdus, cherchant des bateaux pour s'échapper. La famille de John est emportée dans cette foule chaotique et court de toutes ses forces vers la mer. Mais en courant, les parents se retournent et réalisent que leur enfant a disparu. Nathan avait en fait succombé à l'épuisement en chemin. John le voit et le porte immédiatement. Chaque seconde compte, ils ne peuvent pas rester longtemps dans cet environnement radioactif. Leur seul espoir est d'atteindre le rivage. Sur les bateaux bondés de fuyards, la face la plus sombre de l'humanité est mise à nu. Dans les cabines étroites, les gens se battent pour une place, allant jusqu'à pousser leurs voisins à l'eau pour les noyer. Dans la bousculade, le masque de John est arraché violemment. Le vent glacial, chargé de substances radioactives, le fait tousser violemment. Mais il n'a pas le temps de s'y attarder. L'urgence absolue est de trouver un bateau pour sauver sa famille.
Dans ce moment de vie ou de mort, il guide Allison et Nathan jusqu'à un canot de sauvetage militaire. En voyant la foule se ruer derrière eux, il ferme résolument la porte, laissant ses survivants paniqués à l'extérieur. Le moteur rugit et ils s'échappent rapidement de cette zone dangereuse. Mais le monde extérieur n'est pas moins périlleux. À peine éloigné du rivage, un immense tourbillon d'eau noire surgit à la surface de la mer. Le capitaine s'efforce de changer de cap pour éviter le désastre, mais avant qu'il ne puisse le faire, les vagues déferlantes engloutissent complètement le bateau. Allison serre son fils dans ses bras dans un coin. Heureusement, après de violentes secousses, le petit bateau finit par se stabiliser et continue d'avancer vers l'inconnu. Quelqu'un propose l'Islande, mais elle a depuis longtemps disparu sous les eaux. Le meilleur choix restant est peut-être l'Europe. John pense qu'il faut naviguer vers le sud-est, ce qui prendrait environ une semaine pour atteindre l'Angleterre. Personne n'ayant d'objection, le lendemain, après une nuit de navigation, le carburant du petit bateau s'épuise. Sans autre option, il laisse le bateau dériver au gré des courants. Durant ce temps, toutes les provisions restantes sont soigneusement rationnées pour tenir jusqu'à destination. Heureusement, après 2 jours de navigation difficile, le bateau finit par s'arrêter et accoster vers le sud. John ouvre la porte et regarde dehors, surpris de découvrir qu'ils ont atteint Liverpool en Angleterre. La qualité de l'air environnant est relativement bonne. La priorité immédiate est de trouver un abri. Mais ce qui déconcerte tout le monde, c'est pourquoi le bateau s'est arrêté au milieu de l'océan. John baisse les yeux et réalise qu'ils se sont arrêtés sur le toit d'un immeuble. Autrement dit, tous les bâtiments de cette zone sont complètement inondés depuis longtemps. John découvre un passage à proximité et prend des palmes dans la cabine pour aider le capitaine à glisser lentement vers le couloir. Finalement, tout le monde avance le long du couloir et accoste en toute sécurité. De toute évidence, cet endroit est abandonné depuis des années. Pour survivre ici, il faut d'abord trouver de l'eau et de la nourriture, puis un abri contre les intempéries. Alors que tout le monde se rassemble pour discuter des plans futurs, Nathan entend soudain des voix lointaines et floues. Poussés par la curiosité, ils suivent discrètement ces voix. Incroyablement, après avoir traversé cette rue déserte, un marché animé et bruyant apparaît soudainement. À en juger par l'expression des habitants, il semble s'être bien adapté à la vie en extérieur. Le groupe de John est stupéfait par la scène. Il se demande si les conditions ici peuvent vraiment permettre une vie à long terme. Mais en continuant vers le centre du marché, la vérité cachée de cette zone apparemment calme émerge peu à peu. Des soldats lourdement armés gardent l'entrée du refuge, l'accès étant strictement interdit sans laisser passer. Heureusement, le responsable du bunker du Groenland a toujours avec lui les documents de passage valides. Mais au moment où Allison passe le contrôle de sécurité avec succès et attend à l'entrée que John et Nathan entrent, une émeute éclate soudainement dans la foule. Les soldats n'hésitent pas et abattent immédiatement un vieil homme qui accompagnait John. Alors que tout le monde est encore plongé dans la douleur, une tempête destructrice s'approche silencieusement. Les portes du refuge sont désormais fermées. Sans autre choix, John est contraint de laisser ses compagnons sur place, puis monte dans un van se dirigeant vers le sud. Il donne habilement sa montre au chauffeur noir, qui accepte finalement de laisser monter ces quelques personnes pour se mettre à l'abri. Leur destination finale est Londres, où John espère obtenir l'aide de son ami Mackenzie. Mais cela fait 6 mois qu'ils ne se sont pas contactés, et personne ne sait s'il est toujours en vie. Après des heures d'une marche éprouvante, le groupe épuisé atteint finalement la forêt à la périphérie de Londres. Pour planifier leur stratégie de survie future, John va voir le vieux noir pour savoir si quelqu'un prévoit de descendre vers le sud, en direction de la France. Mais ce dernier lui répond que c'est encore plus dangereux là-bas, et que la zone volcanique sûre mentionnée par Amina ne semble pas non plus très fiable. Alors qu'il parle, le fils Nathan s'approche. Au moment où ils s'apprêtent à retourner ensemble à la voiture, John ressent soudain des vibrations anormales du sol. Tout le monde serre fort les arbres devant eux, craignant d'être emportés par la tempête s'ils lâchent. Mais contre toute attente, alors que tout le monde tient fermement les arbres, le vieux noir décide de retourner à la voiture pour se protéger. C'est alors que la catastrophe frappe. Après que tout se calme, la voiture attaquée est complètement détruite. Les survivants fouillent à nouveau la carcasse pour récupérer toutes les provisions utilisables, puis partent à pied vers Londres tout proche. À la tombée de la nuit, ils arrivent au domicile de Mackenzie. Heureusement, il est toujours en vie. En voyant la famille de John devant la porte, il les invite chaleureusement à entrer. Dans cette ère apocalyptique, retrouver de vieux amis provoque une joie indescriptible sur tous les visages. Après une brève conversation, Mackenzie les guide dans les pièces. La qualité de l'air intérieur est nettement meilleure que dehors. Peu avant, il avait réussi à sceller un côté de l'hôpital et à s'assurer que le générateur pouvait alimenter en continu le système de filtration. Bien que la qualité de l'air ne soit pas comparable à avant la catastrophe, c'est suffisant pour prolonger leur vie de plusieurs années. Dans la conversation, Amina remarque que quelques vieillards aux cheveux blancs vivent aussi chez Mackenzie et demande leur situation. Ces personnes souffrent d'amnésie secondaire et ont même oublié l'impact de l'astéroïde sur la Terre. Mackenzie ne supportait pas de les voir sans abri, alors il les a recueillis par bonté. Pour célébrer les retrouvailles avec la famille de John, après une longue séparation, Mackenzie organise une grande fête. Pourtant, dans cette situation de vie ou de mort difficile, chaque sujet de conversation tourne invariablement autour du thème éternel de la survie. Au milieu de la nuit, Allison s'apprête à dormir quand elle entend soudain une toux violente venant de dehors. Par réflexe, elle se dirige vers la salle de bain. La scène qu'elle découvre la fige sur place. John essuie le coin de sa bouche avec un mouchoir et du sang rouge vif dans le lavabo montre clairement qu'il vient de cracher du sang.
John ne veut pas inquiéter sa femme et prétend que c'est un saignement de nez. Mais Allison perce immédiatement son mensonge. Voyant qu'il ne peut plus le cacher, John avoue tout, il lui reste 2 mois à vivre. Il prévoit donc de profiter du temps qui lui reste pour conduire sa femme et son enfant en sécurité dans la zone volcanique du sud de la France. C'est le seul endroit qui peut offrir un espoir de survie. Apprenant la vérité, Allison fond en larmes. Elle ne peut tout simplement pas supporter ce coup cruel. Elle ne veut pas non plus que John continue à se démener pour eux deux dans les derniers moments de sa vie. Elle suggère de rester ici. Mais elle finit par céder à l'insistance de John et accepte de l'accompagner en France. À l'aube du 4e jour, avec l'aide de Mackenzie, John trouve une voiture avec suffisamment de carburant pour atteindre leur destination. Après avoir dit au revoir à leur vieil ami, ils partent immédiatement. Mais peu après leur départ, une balle surgit et brise la vitre de la voiture. Nathan, qui était le plus proche, est touché et blessé. John arrête immédiatement la voiture pour évaluer la situation, mais les assaillants n'ont aucune intention de s'arrêter. Leur but est clairement de voler cette voiture. Au moment critique, John se souvient soudain que Mackenzie lui avait glissé un pistolet de défense avant le départ. Il prend rapidement l'arme et engage un combat mortel avec les bandits. Heureusement, après un échange de coups de feu intense, John réussit à abattre plusieurs bandits. Nathan n'a subi que de légères blessures, sans gravité. Mais Amina a eu moins de chance. Touchée par une grenade dans les tirs croisés chaotiques, elle meurt tragiquement. Le lendemain matin, John lui trouve un lieu de sépulture tranquille. Après une brève prière, les 3 reprennent la route sur des chemins de terre chaotiques. Mais quand ils arrivent au détroit de la Manche, la scène devant eux les stupéfie. Ce détroit, qui comptait autrefois 20 miles d'eau, n'existe plus depuis l'Apocalypse, complètement asséché. Mais la seule bonne nouvelle est qu'ils n'ont pas besoin de bateau pour traverser. L'urgence maintenant est de trouver un endroit pour se reposer une nuit. John conduit ensuite sur le fond de mer asséché. Mais ils n'ont pas parcouru beaucoup de chemin quand ils voient devant eux 11 voitures garées. Un sentiment d'inquiétude envahit immédiatement leur cœur. Ils descendent rapidement pour inspecter et découvrent que la route devant est coupée par un fossé transversal. Pour passer, il faut abandonner la voiture, puis escalader ce vieux pont suspendu délabré au centre. John voit que des pionniers ont réussi à atteindre l'autre rive, alors il encourage ses enfants à le suivre. Au moment où quelqu'un tente de traverser le pont, un incident se produit soudainement. Un vent glacial souffle violemment, faillit renverser complètement le pont de corde déjà chancelant. Les 3 s'efforcent de garder l'équilibre et parviennent finalement de justesse à traverser le pont de corde. Mais le danger n'est pas encore terminé. Devant le pont de corde se trouve encore une passerelle suspendue dans le vide. Il faut y grimper pour échapper au danger. Mais au moment où les 3 avancent lentement sur la passerelle, en utilisant pieds et mains, le fond du lac des 2 côtés commence soudainement à s'effondrer. Dans les violentes secousses, la passerelle près du groupe de John se brise soudainement. Ils ne peuvent que s'accrocher fermement à cette passerelle et se déplacer lentement vers le sol tout proche. Heureusement, dans ce moment critique, ils ont la chance des personnages principaux et s'en sortent sains et saufs. Ceux qui sont derrière n'ont pas cette chance. Pensant être sortis d'affaire, un défi encore plus sévère se présente immédiatement. Sans véhicule, ils sont contraints de continuer à pied. Regardant cette étendue désolée sans fin, ils ne savent même pas si ce chemin aura une fin. Alors que les 3 discutent du plan d'action suivant, soudain des coups de feu retentissent, brisant le silence environnant. Heureusement, l'autre partie n'est pas hostile. Après avoir compris le but de la visite du groupe de John, l'homme nommé Jack pose immédiatement son arme et les invite activement à monter dans sa voiture pour continuer. Sa destination se trouve aussi près du cratère volcanique. Il cherchait justement quelqu'un pour l'accompagner quand il tombe par hasard sur la famille de John. C'est peut-être ce qu'on appelle le destin. Peu après, le groupe arrive en voiture au port de Calais. Jack y gère une entreprise de batteries solaires et grâce à ses ressources, il s'en sort plutôt bien. Cependant, sa femme Julie a souffert de dommages du système nerveux causés par les radiations et a perdu la capacité de parler. Au dîner, Jack parle du cratère volcanique vers lequel il se dirige. Comme la destination est proche d'ici, il en connaît bien la situation. La rumeur dit que cette zone est extrêmement dangereuse. Les forces restantes de l'Alliance occidentale et des troupes françaises résistent actuellement aux attaques de l'Alliance orientale. Le front est terriblement meurtrier. Pour ne rien arranger, entre Mion et Bourigny, il ne reste plus que 2 villes. Y parvenir est pratiquement impensable. Pourtant, John veut essayer, car le temps qui lui reste est très limité. Le lendemain, Jack lui remet une carte mise à jour indiquant les lignes d'attaque actuelles et le seul itinéraire pour atteindre le cratère en contournant. Comme la destination est entourée de plusieurs montagnes, cette zone sera très difficile à traverser. Pour offrir plus de commodité au groupe de John, Jack lui conseille, en arrivant au col, de chercher son ami Nate avec cette photo. Il occupe le poste de commandant de l'Alliance occidentale. En voyant la photo, John sera sûrement autorisé à passer. Mais contre toute attente, alors que John s'apprête à faire ses bagages et à partir, Jack formule une demande difficile à refuser. Emmener sa fille Anna avec eux jusqu'au cratère. Bien qu'il ne sache pas exactement ce qu'il y a là-bas, il croit fermement que c'est le point de départ d'une renaissance du monde. Jack a aussi sa femme gravement malade à soigner. La seule personne en qui il peut avoir confiance en ce moment est John. À peine a-t-il fini de parler qu'Allison sort de la chambre et déclare résolument qu'ils amèneront certainement Anna au cratère. Une fois tous les préparatifs terminés, ils partent immédiatement. Allison est assise côté passager à étudier la carte. Mais à ce moment, l'atout de John s'aggrave encore davantage. En chemin, ils sont contraints de s'arrêter pour faire une courte pause.
À ce moment précis, un bruit de moteur de voiture retentit au loin. Avant que ces quelques personnes comprennent ce qui se passe, ils sont instantanément encerclés par des soldats armés jusqu'aux dents. Comme l'autre partie parle français, John ne peut que se tenir là, perplexe et impuissant. Dans cette situation critique, Anna s'avance et affirme que son père connaît le commandant Nate. En entendant cela, le soldat Henry envoie immédiatement quelqu'un contacter le commandant. Après avoir obtenu une réponse claire, il emmène aussitôt John et les 3 autres à travers la zone de combat, avec pour objectif d'atteindre le centre de commandement. C'est la seule voie praticable. En ce moment, les alliances orientales et occidentales s'affrontent violemment. La moindre erreur et ils seront criblés de balles. Les balles sifflent autour de leur corps. Les 4 suivent étroitement Henry et atteignent finalement la zone sécurisée dans un moment de grande tension. Mais le trajet suivant, ils devront le faire seuls. Henry leur indique de se diriger vers la forêt, d'où ils atteindront bientôt le poste de commandement. Il prévoit de retourner au combat avec son unité. Après une nuit entière de marche épuisante, les 4 arrivent avec succès à la base militaire à l'aube du 4e jour. Pas très loin du cratère volcanique, on peut y voir de nombreux déplacés qui luttent péniblement pour survivre. John montre la photo pour chercher Nate, mais apprend que ce dernier est mort de blessures trop graves. Pour ne rien arranger, quand les soldats découvrent que le groupe de John vient d'Amérique, ils veulent les expulser immédiatement. Heureusement, John use de son éloquence et réussit finalement à convaincre le commandant du camp d'accepter leur demande. Le groupe peut alors monter dans le bus en direction du cratère volcanique. Mais peu après le départ du véhicule, un incident inattendu se produit. Des bandits armés attaquent soudainement le bus. Les soldats à bord descendent rapidement pour faire face. Sur la route du défilé, un échange de tirs intense s'engage aussitôt. Les pillards sont nombreux. Après avoir réglé leur compte aux soldats, ils envahissent rapidement le bus et éliminent tout le monde à bord. John comprend que s'il rate cette occasion, il ne pourra peut-être plus jamais conduire sa famille jusqu'à destination. Dans ce moment de crise, il réfléchit vite et arrache de force une arme à un ennemi. Ceux qui sont dehors s'adaptent aussi rapidement. Ensemble, ils éliminent ces pillards. Bien que John ait finalement réussi à s'emparer d'une arme, il a été blessé au ventre dans la mêlée. Mais même ainsi, il insiste pour continuer avec sa famille. Heureusement, Allison sait conduire le bus. Mais alors qu'ils approchent presque de la destination, un véhicule en panne bloque la route devant eux. Ils sont contraints d'abandonner le véhicule et de continuer à pied. Après environ une dizaine de minutes de marche, un paysage d'une beauté saisissante et paradisiaque apparaît soudainement devant eux. C'est le cratère formé par la chute de la comète Clark, le but qu'ils ont si longtemps espéré atteindre. Mais au moment où toute la famille savoure ce bonheur, John s'effondre soudainement à terre, épuisé et à bout de force. En tenant dans ses bras la chaleur corporelle de son mari, qui se dissipe peu à peu, Allison ne peut plus retenir sa douleur intérieure et éclate en sanglots. John perd finalement sa précieuse vie, mais il a ouvert pour ses proches un chemin vers la renaissance. Le cratère regorge de vitalité. Allison et son enfant y poursuivront leur vie. La fin de cette histoire suscite une profonde réflexion sur l'amour et la survie. John a payé de sa vie pour ouvrir une voie de renaissance, faisant s'entrechoquer violemment les images apocalyptiques et les liens familiaux. Dans des conditions de survie extrêmes, on comprend que la ténacité de ceux qui donnent tout pour protéger leurs êtres chers a un sens bien au-delà de la simple survie. Le film se termine ici. Pour plus de contenu passionnant, rendez-vous au prochain épisode.